Bientôt les fêtes, les soirées d'hiver sont longues. Peut-être que vous allez avoir envie de raconter quelques contes à vos enfants, si toutefois ils acceptent encore que vous leur racontiez des histoires. Ça dépend un peu de l'âge. Sauf que dans les contes, ils sont tous sauf charmants, les princes par exemple. Et c'est Charlotte de Coker qui va nous dire ça. Bonjour Charlotte. Bonjour. C'est le titre de votre livre, qui est un fort bel ouvrage avec des illustrations qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, Signé bravo. de Lucie Luxor. C'est un nouveau regard sur les contes de fées. Je sens que vous allez passer les contes de fées à la moulinette, je dirais un peu féministe et féminine. Oui, mais pas que. C'est-à-dire D'accord. que, en fait, moi, j'avais envie de relire ces contes qu'on connaît tous, hein, Oui. Le Petit Poucet, La Belle au bois dormant, Blanche-Neige. Ils sont beaucoup d'histoires horribles en fait à Qui sont raconter aux enfants. souvent beaucoup d'histoires horribles, mais en me demandant, au fond, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore des choses à nous apprendre? Oui. Parce que dans une société avec, comme vous le disiez, un réveil féministe, un réveil écologique, un réveil post-colonial, est-ce que ça, on met tout à la poubelle en se disant « Ouh là là, c'est plus de notre temps » ou bien est-ce qu'il y a encore des choses vraiment intéressantes à transmettre aux Ça enfants? peut être éducatif pour autant qu'on explique les choses. Exactement. Et Ouais. moi, ce que je pense, c'est qu'il y a encore énormément de choses sur le genre, sur la sexualité, sur la famille, sur la masculinité, sur l'environnement aussi, qui nous sont transmis par ces contes. Et je trouve ça formidable qu'on puisse encore les lire aujourd'hui sous un nouveau regard. Comment ça vous est venu l'idée de vouloir regarder ces contes différemment? En fait, bon, j'ai toujours adoré les contes de fées. Oui. J'ai longtemps rêvé au prince charmant. Et surtout, en fait, j'ai Dans réalisé... chaque femme, il y a une princesse qui sommeille, non? Sans doute. Mais surtout, j'ai réalisé que... J'ai honte de ce que je viens de dire. C'est affreusement rétrograde peut-être, mais... Non, mais en tout cas, on a tout été élevés avec cette idée de la princesse, qu'on Oui. y adhère ou pas. Oui. Et c'est pour ça que j'ai voulu parler de ces contes, c'est que pour moi, en fait, c'est des récits primordiaux qui existent depuis parfois des milliers d'années Ouais. et qui continuent à se retrouver dans à la fois toute la littérature, mais aussi les films et les téléfilms d'aujourd'hui. La moitié des téléfilms de Noël, c'est des histoires de Cendrillon ou de La Belle et la Bête. Tex Moi, Avery- j'appelle ça des clincheries, mais voilà. Et ça n'est pas très positif. Mais en tout cas, c'est des histoires ancestrales qui nous parlent d'amour, qui nous parlent souvent de nos peurs en fait, hein, Oui. peur d'être abandonné, peur de ne pas être aimé, peur de se perdre dans la forêt, des peurs qu'on a toujours Il aujourd'hui. y a un côté initiatique dans les contes. Oui, bien sûr. Il y a un côté initiatique. Alors parfois, c'est pas tout à fait vrai en fait, parce ok. que si on prend Charles Perrault par exemple. Oui. Chaque conte se termine par une morale. Et en réalité, donc Charles Perrault, quand il écrit ses contes de fées, c'est déjà un vieil homme, un académicien. C'est quelqu'un qui a passé sa vie à écrire des biographies d'hommes illustres. Et il commence à écrire des contes parce qu'il voit que ça commence à être à la mode. Uh-huh. Et il a sa nièce qui écrit des contes, ça marche très très bien. Il se dit « Ah, moi aussi, je vais essayer d'en faire. Et je vais essayer de rendre ça enfantin. » Mais en fait, c'est un procédé littéraire, ce côté enfantin, parce qu'il s'adressait aux adultes qui avaient envie de retomber en enfance. Et nous, de manière un peu rapide, on s'est dit « Ah bah tiens, ces moralités, c'est pour les insuffler aux enfants. » En fait, c'était pas tout à fait vrai. Ça faisait partie du grand coup marketing de Perrault. Ça, avec aussi le fait d'avoir illustré ses contes. C'était un des premiers, enfin le premier en Ouais. France à sortir un recueil de contes avec des dessins. Donc les dessins plus les moralités, le produit était parfait. Bon, et il faut dire aussi que Perrault, il a un talent incroyable de conteur, hein, c'est Ouais. pas juste du marketing. Et donc, il y a aussi d'autres conteurs comme Andersen qui disent il n'y a pas et il ne faut pas avoir de morale dans ces contes. Vraiment. Donc, apprendre des choses sur l'être humain, oui. En tirer des morales, pas forcément Les en contes réalité. de Grimm aussi, enfin voilà, il y en a Ouais, plein. ouais. Il faut faire la différence aussi, et c'est ce que vous expliquez, entre les contes originaux et ce qu'on en a fait parfois aujourd'hui, notamment dans une grande maison avec des grandes oreilles, qui a ménagé un peu parfois les choses à sa sauce, quoi. Oui. Mais c'est une tradition hein, de reprendre Oui. les contes différemment. D'ailleurs, le mot conte vient du verbe compter. Et il faut quand même préciser qu'au départ, avant d'être une littérature, c'était C'est de oral, l'oralité. quoi, ouais. Et donc, en fait, reprendre à sa sauce, tous les conteurs et les conteuses, avant qu'ils sachent écrire, l'ont fait. Mais c'est vrai que
enfin, ce qui est particulier avec Disney, c'est que parfois nos enfants connaissent mieux le Disney que le conte original, et c'est vrai qu'ils ont laissé aussi des images, parce que Walt Disney, c'était aussi quelqu'un qui savait créer des images magnifiques. Blanche-Neige de Walt Disney, c'est très loin de l'original, c'est quand même assez rétrograde, mais qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. Premier dessin animé parlant, si je ne m'abuse, voilà, et en couleur. Alors justement, c'est quoi les différences? Qu'est-ce qui fait que la version de Disney est plus rétrograde que le conte? Alors ça dépend vraiment des époques, parce que si on prend Blanche-Neige, évidemment, premier dessin animé, c'est vraiment l'éloge de la femme au foyer. Blanche-Neige, elle arrive chez les nains. Alors c'est aussi plein de clichés sur les hommes. C'est un gros cliché sur les hommes. Leur maison, ils savent pas tenir une maison. Quoi. Mais oui, ils sont un peu cracra sur eux et ils savent pas tenir une maison. Blanche-Neige, elle arrive là, elle commence à faire le ménage directement. Elle leur demande même pas leur avis, ils sont pas là. Elle se dit tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais faire le ménage. Bon, et elle est très heureuse. Alors scène la plus longue de Blanche-Neige, le ménage. Et elle est très heureuse de le faire. Elle est très heureuse de le faire. Tous les animaux viennent l'aider. C'est vrai que moi, ça m'a donné vraiment très envie de faire le ménage. Mais en revanche, parfois, les versions anciennes sont finalement un tout petit peu plus progressistes là-dessus, parce que dans le conte de Grimm, par exemple, le ménage fait l'objet d'une transaction. C'est-à-dire que les nains trouvent Blanche-Neige et lui disent tu es poursuivi par quelqu'un, ok, nous on accepte de t'aider, tu peux rester, tu peux manger ici, mais en échange, il faut que tu fasses ta part du ménage. C'est un job, quoi. Ça c'est un job. C'est normal, à la limite. C'est ok. Voilà. Et sinon, après, dans les Disney d'aujourd'hui, là par contre, ce qu'ils ont fait parfois, c'est finalement si je pense à La Reine des Neiges par exemple, parfois ils ont fait l'inverse, c'est-à-dire qu'ils ont pris un conte et ils l'ont rendu un peu plus actuel. Il reste pas grand-chose de La Reine des Neiges d'Andersen dans le conte, dans le Disney. Mais cela dit, Andersen aussi avait une forme de modernité qui était assez folle, parce qu'il montrait des enfants qui se suicident. Et alors c'est tragique. Mais lui-même disait, il faut aussi apprendre aux enfants que c'est tragique, c'est la pauvreté, tout ça. Et des enfants qui se suicident, en fait, malheureusement, il y en a de plus en plus aujourd'hui avec le harcèlement scolaire. Et c'est quelqu'un qui a montré le monde tel qu'il était. Et il trouvait qu'il y avait un tragique dans l'enfance. Et j'en suis persuadée qu'il y a beaucoup de tragique dans l'enfance. Alors après, c'est vraiment à chaque parent de se demander s'il a envie d'en parler avec son enfant. Je pense qu'on peut... On peut tout dire et tout raconter à un enfant à partir du moment où on discute à côté et qu'on ne lui fait pas écouter toujours la même chose. Donc votre livre, en fait, quelque part, c'est un plaidoyer pour qu'on ne jette pas même les histoires qui peuvent paraître vraiment anachroniques aujourd'hui, mais qu'au contraire, on les raconte, même pas en les remettant au goût du jour, mais en les remettant dans le contexte, en fait. Oui, moi, je trouve que, en fait, je plaide pour la liberté. Je trouve que c'est des très beaux textes. Et tous les parents autour de moi me remarquent que, en fait, leurs enfants aiment plutôt certains contes et d'autres pas. Les enfants, ils ont aussi leur personnalité. Et je pense qu'en tant que parents, on sait mieux ce que nos enfants aiment ou pas. Donc moi, j'ai rien à dire aux parents, à part autorisez-vous la liberté de leur lire ce que vous avez envie de lire, de leur lire ce qu'ils ont envie de lire, mais en discutant autour et parfois même, oui, en changeant la fin. Mais finalement, c'est la même chose que quand on les parque devant la télé ou devant un jeu vidéo, si je puis me permettre. Oui. L'idéal, c'est quand même de pouvoir en discuter et de pouvoir ou dédramatiser ou remettre en situation, quoi. Exactement. Donc c'est le même job. C'est le même job. Ouais. Alors, il y a des choses évidemment amusantes, entre guillemets, que vous ressortez du livre. Donc, il est possible de dormir dans le lit de 7 inconnus sans se faire violer pour une femme. Oui, quand même, j'aime bien être un peu provocatrice, mais c'est vrai que dans Blanche-Neige, il y a ça. C'est-à-dire que c'est une jeune femme qui va dormir dans le lit de 7 inconnus, les 7 nains, et elle va pas se faire violer. Et donc, c'est très bien. Enfin, moi, je trouve que c'est une vision hyper positive de la masculinité à promouvoir, quoi. Oui. Donc, les nains, je trouve que c'est des hommes formidables. Il y a aussi, par exemple, Hansel et Gretel. Alors ça, c'est une histoire c'est très sombre aussi, Hansel et Gretel, quoi. C'est très sombre, mais je trouve ça formidable parce que déjà, c'est une petite sœur qui, au début, c'est une petite chouineuse. Vraiment, elle fait que pleurer tout le temps. Elle est plus jeune que son frère. Donc, Hansel et Gretel, leur maman, parce que c'est la mère qui décide de les abandonner, va les abandonner dans la forêt plusieurs fois. La première fois, ils vont s'en sortir avec des petits cailloux. C'est un miroir du Petit Poucet ? Oui, c'est vraiment le même genre de conte. Et puis, ils vont finir par tomber sur une sorcière qui a cette invention magnifique. La maison en pain d'épices. La maison en pain d'épices, formidable. Ça fait rêver des générations d'enfants, même des adultes. Ils vont finir en cage, quoi. Finir en cage, mais cette petite fille qui, au début, s'en remet tout le temps à son frère pour savoir ce qu'elle doit faire, elle va
réussir à sauver son frère. Et donc, en fait, les deux enfants, le garçon et la fille, vont sauver l'autre à un moment ou à un autre. Donc ça, c'est super beau. Ouais. Parce que c'est très égalitaire, en fait. C'est très égalitaire. Il y a aussi... oui, c'est vrai que je tiens à préciser que ça n'est pas un livre que sur les filles et sur les femmes, sur les princesses. C'est pas un livre woke, quoi. Alors ça, j'en sais rien. Les lecteurs jugeront. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai mis autant de héros que d'héroïnes dans ce livre. Il y a aussi Jack et le haricot magique, il y a Aladdin, pour que vraiment chacun s'y retrouve, quoi. Oui, alors Aladdin, justement, vous tordez aussi un peu le cou à Aladdin. Pourquoi ? Alors en fait, dans le conte originel, avec des guillemets, parce que on connaît jamais vraiment les premières versions, mais dans le premier conte d'Aladin, Aladin, c'est vraiment un sale petit con. Désolée de le dire, mais je le dis aussi dans le bouquin. C'est un jeune homme qui est super paresseux et qui a juste envie de rien faire dans la vie. Son père essaye de lui apprendre son métier. Il désespère son père à tel point que son père va se laisser mourir. Une fois que le père est mort, il va pas être plus tendre avec sa mère. Il va continuer à traîner avec des voyous, etc. Jusqu'au jour, et ça c'est très intéressant, il va lui arriver plein d'aventures, rencontrer un génie, et puis finalement il va avoir de l'argent. Et Aladdin, au moment où il va avoir de l'argent, il va opérer une véritable transformation ontologique, quoi. Il va devenir une autre personne, c'est-à-dire qu'il va devenir responsable, il va aider sa maman, il va aussi devenir hyper sérieux dans le sens où, un peu comme ce qu'on conseille aux gagnants du loto, il va pas du tout se vanter d'avoir de l'argent, il va faire profil bas, il va juste se servir de cet argent pour vivre convenablement, et c'est tout. Et je trouve ça super intéressant comme histoire, parce que ça nous dit on est aussi loin de ce qu'on a vu en dessin animé. Oui, on est très très loin. Quoi. Oui. Et en fait, je trouve que ça veut dire aussi, enfin, selon ma lecture, que quand on est dans un contexte un tout petit peu plus sécurisé, à l'abri du besoin, ça nous laisse plus de liberté pour être une bonne personne. En fait, c'est vrai que quand la vie est très dure avec nous, on a parfois tendance à nous aussi être dur. C'est-à-dire qu'on comble d'abord ses besoins primaires, quoi. Oui, voilà. Et donc, pour moi, c'est un conte encore hyper moderne, alors qu'il date de la Renaissance, quoi. Ouais. Et des contes d'un peu partout aussi. Il y a des caractéristiques, je dirais, je ne sais pas si on peut dire ethniques, mais enfin d'origine géographique, qui font que les contes ont parfois des angles un peu différents en fonction d'origine géographique. Oui, alors ce qui est déjà formidable, c'est de se dire qu'on trouve les mêmes histoires en Égypte, en Chine, en Europe. Cendrillon, par exemple, on en a une version qui date d'avant Jésus-Christ. En Égypte, c'est une courtisane qui oublie sa sandale, enfin qui va se baigner et qui laisse sa sandale sur le bord du ruisseau. Et la sandale est emportée par un oiseau qui la laisse tomber entre les mains du pharaon, qui va dire « mais je veux épouser cette femme ». Voilà. Et alors, bien sûr, on est dans un contexte de pharaon, mais c'est quand même la même histoire. En Chine, il y a une histoire Il est fort possible qu'elle ait voyagé et puis qu'elle soit la même histoire qui a été transformée au fil des siècles, quoi. Absolument. On la trouve aussi en Chine au 8e siècle. Là, il y a une histoire de poisson, parce que le poisson, justement, c'est un animal qui est sacré, parce qu'il est synonyme aussi de richesse. Et donc, c'est incroyable. En fait, on peut presque se dire, et c'était un peu la théorie du psychanalyste Jung sur les contes, de dire qu'il y a comme une forme d'inconscient partagé par toute l'humanité qui a envie de se raconter ces histoires-là parce que ça donne de l'espoir, parce que le faible peut gagner contre le fort. Et c'est super beau de se dire qu'on partage des choses comme ça avec des gens si lointains. Tous semblables et tous égaux. Exactement. C'est un peu ça finalement. Alors, oui, j'espère. Voilà, c'est à découvrir, tous sauf charmants, avec un point d'interrogation. Donc ce n'est pas une affirmation, c'est une question. Voilà, ça laisse au lecteur ou à la lectrice la possibilité de se faire sa propre opinion. C'est un peu ça la liberté aussi. Exactement. C'est de Charlotte de Coker avec des illustrations de Lucie Luxor. C'est magnifique donc, et c'est un nouveau regard sur les contes de fées. Merci beaucoup. Merci de votre invitation.